Alors, on va commencer par la définition de la ménopause, qui est finalement une question qu'on nous pose beaucoup en consultation. Donc, on va pouvoir parler de ménopause au bout d'1 an sans règles pour les patientes qui n'ont pas de contraception hormonale qui coupe les règles. Donc, évidemment, c'est un diagnostic qu'on peut faire une fois que l'année s'est écoulée, d'où la difficulté à vous prédire exactement quand est-ce que cette date va tomber. La période de périménopause est la période... Oui, c'est ce que j'allais dire, il faudrait préciser parce qu'on parle de préménopause, voilà. Périménopause. Voilà, donc la périménopause, ça va être la période qui entoure la ménopause, c'est-à-dire les quelques années avant et l'année en fait qui va suivre. Voilà, c'est vraiment cette période-là charnière en fait. Et du coup, les années qui précèdent la ménopause, les ovaires vont continuer à travailler, mais de manière beaucoup plus anarchique. Et donc, on va alterner des périodes où les ovaires ne travaillent pas du tout. Donc là, les femmes vont parfois commencer à avoir des bouffées de chaleur, des règles qui se coupent pendant plusieurs mois d'affilée. Et des périodes où, au contraire, les ovaires vont se réveiller, mais vont parfois travailler un peu trop. Et on va se retrouver avec des phénomènes de douleurs au sein, de maux de tête, d'humeur un peu exécrable, et parfois de règles aussi abondantes quand les règles reviennent. Donc, cette période survient en général autour de 47 ans. Et en termes de durée, on sait que ça peut durer quelques années, de 4 à 8 ans, mais c'est vraiment très variable d'une femme à l'autre. On voit aussi des patientes qui ont des cycles très réguliers et les règles vont s'arrêter du jour au lendemain sans prévenir, sans avoir cette période un petit peu pénible à vivre. Et alors, pardon, mais me vient quand même une question à l'esprit, c'est-à-dire que celles qui n'ont pas de règles, peut-être parce que stérilet hormonal, par exemple, on sait que les cycles peuvent être perturbés. Comment on le sait alors, si on n'a pas de règles, qu'on arrive sur la périménopause et forcément ménopause dans la foulée? Alors, le fait d'avoir une contraception hormonale va quand même aider souvent à passer cette période de manière un petit peu plus tranquille parce qu'il n'y aura pas ces problématiques de règles qui peuvent être très abondantes, il y aura moins ces phénomènes de maux de tête, de douleurs au sein, donc ça lisse un petit peu la période. Et après, quand vous allez venir en consultation, c'est tout un tas de petits symptômes que vous allez nous raconter. Parfois, même les femmes qui n'ont pas de règles, elles sentent quand même un cycle, elles disent j'ai quand même de temps en temps un petit peu mal au sein, un petit peu de douleur de bas-ventre. Et quand il n'y a plus du tout de symptômes, quand il y a des bouffées de chaleur qui apparaissent, là on sait qu'on doit rentrer en périménopause. Très bien. Donc je vous laisse continuer vos slides pour nous présenter un petit peu les symptômes. Expliquez-nous. Alors, juste une toute petite diapositive concernant l'âge de la ménopause. En moyenne, c'est entre 50 et 51 ans. Et il n'y a pas de corrélation entre l'âge des premières règles et l'âge de la ménopause. C'est quelque chose qui est... Les patientes pensent souvent que si elles ont été réglées jeunes, elles vont avoir une ménopause jeune, mais il n'y a pas de lien. Par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle des insuffisances ovariennes prématurées. C'est des femmes qui vont être ménopausées très jeunes, avant 40 ans. Et là, on va pouvoir trouver des facteurs génétiques. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent, parfois des maladies auto-immunes. Et puis, bien sûr, après, les patientes qui ont reçu des traitements comme de la chimiothérapie, à qui on a enlevé les ovaires, bien sûr, les traitements vont pouvoir impacter. Et puis, un phénomène qui inquiète souvent beaucoup les patientes, c'est que parfois, quelques années après la ménopause, il peut y avoir un épisode de règles. C'est les ovaires qui se réveillent et puis qui se rendorment derrière. Donc, c'est ce qu'on appelle la résurgence folliculaire. Donc, quoi qu'il en soit, il faut retenir que quand il y a des règles après la ménopause, il faut venir nous voir, qu'on vérifie que ce soit pas grave. Donc, juste une petite diapositive par rapport aux bilans hormonaux, parce que c'est vraiment quelque chose que les patientes nous demandent souvent. Est-ce que vous pouvez pas me faire une prise de sang pour savoir si je suis ménopausée ou non? Donc là, sur les graphiques, vous voyez l'évolution des bilans hormonaux chez une femme en
pré-ménopause, on lui a fait des prises de sang sur 1 an. Et vous voyez, ces taux d'hormones, comme ils peuvent fluctuer. Donc, c'est pour vous dire la difficulté pour nous à répondre à la question. Un bilan hormonal va être très, très fluctuant en périménopause et ne permettra pas d'affirmer une ménopause. Et c'est important de faire cette prise de sang. C'est quelque chose que les patientes nous demandent beaucoup, mais qui en pratique ne sert pas à grand-chose. Mais pourquoi elles vous le demandent en fait, pour être rassurées, pour savoir si elles sont ménopausées ou pas. Mais leur dire, écoutez, il faut attendre au bout d'1 an, voir si vos règles reviennent ou pas, c'est quelque chose qui est difficile à entendre. Elles aimeraient qu'on puisse leur dire, voilà, vous faites une prise de sang et on peut vous dire à 100% oui ou non, vous êtes ménopausée. Mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Alors, comment vous diagnostiquez finalement, comment vous affirmez que... Parce que si en plus l'absence de règles, c'est pas forcément une source sûre puisqu'elles peuvent revenir, comment vous pouvez être en capacité de dire, voilà, vous êtes ménopausée, ça y est, c'est le moment. Tu veux répondre ? Alors, c'est ce qu'on essaye de montrer avec cette diapo et les diapos précédentes, c'est que normalement, effectivement, c'est un diagnostic rétrospectif. Donc, c'est ce qui peut mettre parfois beaucoup en difficulté parce que ce n'est pas blanc ou noir. Donc, les patientes ont souvent un petit peu de mal à accéder à ce concept. Mais néanmoins, voilà, une fois qu'il y a 12 mois sans règles, même si très épisodiquement, quelques patientes vont avoir de nouveau un mini-épisode de règles dans les années qui suivent leur ménopause, voilà, la grande majorité des patientes, une fois qu'on a passé 1 an sans règles du tout, la ménopause est affirmée. Et effectivement, on essaye de ne pas trop céder à la tentation de faire une prise de sang qui, comme vous le montrent ces graphiques, ne va vraiment pas forcément nous aider. Et en fait, c'est très difficile d'interprétation. Donc, ça n'est pas blanc ou noir. On ne peut pas prédire à l'avance exactement. Tout comme on ne peut pas prédire l'âge des premières règles, finalement, l'âge de la ménopause, c'est exactement la même chose. Et pour les jeunes filles, c'est de la même façon. On n'a pas forcément un test diagnostique qui nous permet de dire oui, non, à quelle date, qu'est-ce qui va se passer. Donc, en fait, c'est juste de l'accompagnement. On essaye de voir ce qui se passe en termes de symptômes. Si la patiente a quelques symptômes en rapport avec la ménopause, on essaye de lui expliquer qu'effectivement, les choses sont en train de se faire, que ça peut durer plusieurs années. Et que voilà, nous, notre travail, c'est de les accompagner, de les revoir régulièrement. Et puis régulièrement, on fait le point avec elles, tout simplement. Mais que la prise de sang n'est pas très explicite et que ça ne leur donnera pas, en tout cas, une date exacte de ménopause. D'accord. Alors, concrètement, on a les premiers symptômes. Donc, évidemment, on vient consulter. On vient vous voir. Et à partir du moment où on diagnostique la ménopause, qu'est-ce qui se passe ? On va vous expliquer peut-être dans les slides suivantes. Donc, dans la ménopause, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, les signes fonctionnels que je vais vous énoncer sont plus ou moins connus. Donc, les bouffées vasomotrices, ça va être ces fameuses bouffées de chaleur. Alors, vraiment une sensation de chaleur qui va monter généralement jusqu'au haut du corps avec des rougeurs. Elles peuvent être soit nocturnes, soit diurnes. On a également des vraies sueurs nocturnes qui peuvent accompagner ces bouffées de chaleur. Alors, encore une fois, l'intensité est variable. Toutes les patientes n'en ont pas. Donc là, on va dire que ça va être vraiment les principaux signes également dans l'esprit de tout le monde qui vient en tête quand on parle de la ménopause. Ensuite, il y a d'autres signes également qui sont un peu moins connus, mais qui sont parfois très invalidants. Donc, notamment le syndrome génito-urinaire. Donc, vous allez à la fois avoir des troubles urinaires. En fait, tous ces troubles sont liés au déficit en œstrogène qui s'installe suite à l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Et donc, effectivement, vous avez au niveau urinaire des choses qui sont assez contraignantes, avec des infections qui peuvent être assez fréquentes, une instabilité vésicale, c'est-à-dire des vessies qui vont se contracter sans finalement avoir besoin. Donc, les patientes vont avoir souvent envie d'aller aux toilettes. Dans la vie quotidienne, quand elles sont invitées, etc., c'est vrai que c'est quand même très pénible parce que c'est des choses qu'elles n'avaient pas avant et on n'ose pas forcément toujours en parler. Parfois de l'incontinence urinaire également à l'effort. Et puis, vous avez aussi tout le versant génital qui peut être très compliqué à vivre aussi, puisqu'il y a de la sécheresse qui s'installe du fait de ce déficit en œstrogène, et notamment d'autres signes qui en découlent. Donc notamment une pathologie qui s'appelle le lichen, qui va abîmer, altérer la muqueuse génitale, si ça n'est pas pris en charge.
Et donc, bien entendu, toute une problématique de douleur qui s'installe à ce moment-là. Donc, au niveau génito-urinaire, c'est vrai que les troubles peuvent être vraiment... Parfois, les patientes, une fois qu'elles sont ménopausées depuis 5 ans, elles sont parfois très en difficulté sur cette sphère-là. Est-ce que c'est encore tabou? Parce que si je lis entre les lignes, ça peut forcément avoir des conséquences sur la sexualité. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tabous encore autour de cette difficulté-là? Est-ce que les femmes viennent consulter facilement et poser cette problématique? Alors, je pense que ça dépend. Effectivement, il y a des patientes qu'on voit très régulièrement. Donc, je pense que nous, on les interroge, on leur pose des questions. Moi, les troubles urinaires, par exemple, ça fait partie systématiquement des questions que je pose aux patientes, notamment une fois qu'elles sont ménopausées. Alors, les patientes qu'on connaît bien, je pense qu'elles n'ont pas... Et comme on les interroge, donc on les aiguille dans ce que l'on veut avoir comme information, je pense qu'elles se livrent plus facilement. Après, effectivement, il y a des patientes... Alors, je pense qu'on en a quand même de moins en moins, ou alors des patientes peut-être plus âgées qui ont parfois même 70 ans ou plus, qui ne sont peut-être pas très à l'aise pour parler aussi de leur vie sexuelle. Après, étant donné qu'on essaye d'orienter un petit peu l'interrogatoire, souvent, si elles ne l'ont pas dit spontanément, au cours de l'examen, sinon on observe aussi des choses qui sont pathologiques, entre guillemets, c'est l'occasion de reposer la question. Et là, bien entendu, qu'on arrive à avoir un petit peu plus d'informations. Ça veut dire qu'on continue à venir consulter une fois qu'on est ménopausé. On reste pas chez soi. On continue à venir consulter au cas où et pas forcément s'il y a des symptômes. Alors, les recommandations pour la surveillance du col de l'utérus, on est censé faire des prélèvements jusqu'à 65 ans. Et en dépistage du cancer du sein, toute femme dans sa vie est censée quand même venir nous voir aussi régulièrement pour faire une palpation mammaire. Donc, oui, bien entendu, l'idéal, c'est de continuer à venir voir un praticien, alors que ce soit son médecin généraliste, une sage-femme, un gynéco, peu importe. Mais oui, l'idée, en fait, on fait beaucoup de prévention en gynécologie. Donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir venir. Alors, certaines patientes qui n'ont pas beaucoup de troubles, entre guillemets, vont peut-être espacer un tout petit peu le rythme des consultations. Mais néanmoins, oui, pour toutes ces missions de prévention qui nous reviennent, je ne vais effectivement pas vous dire autre chose que oui, il faut continuer à consulter. Mais c'est bien de le rappeler. Alors, vous nous avez parlé des symptômes. Quelles sont les solutions alors pour retrouver une vie normale? J'avais noté aussi les douleurs articulaires parce que ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent. Les patientes se disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis ménopausée, ça y est, j'ai mal un petit peu partout. » Donc, les douleurs articulaires peuvent être également présentes secondairement à l'installation de la ménopause. Et alors, quelles sont les solutions? Alors, on va voir ça sur les... Voilà. J'avais encore 2-3 petites choses à vous dire également. Les autres signes secondaires avec effet domino, donc comme je vous l'avais expliqué, les muqueuses peuvent être sèches, mais en fait, ça peut vraiment toucher également l'ensemble du revêtement cutané. Donc, peau sèche, vieillissement cutané accéléré, également des troubles du sommeil, perte de mémoire, perte d'attention. On se dit bien que les patientes qui ont du mal à dormir parce qu'elles ont des bouffées de chaleur, notamment la nuit, sont gênées dans leur sommeil. Ça paraît assez évident. Vous avez, Laurie en a parlé tout à l'heure, vous avez aussi tout ce qui est sphère un peu plus psychologique, donc troubles de l'humeur, irritabilité. De la même façon, on est fatigué, on a plein de changements dans son organisme. Donc effectivement, on imagine que quand ça se passe un petit peu moins bien, le retentissement peut être assez important. Trouble de la libido, on en a déjà parlé. Et puis également une prise de poids qui peut poser problème à un certain nombre de patientes également. Les complications à long terme, c'est très important de ne pas les méconnaître également. La sphère cardiovasculaire va être très impactée à l'installation de la ménopause. Donc tout ce qui est risque d'AVC, d'infarctus, apparition de diabète, le risque va augmenter très fortement chez les patientes ménopausées. Donc à nous aussi de bien les conseiller, vérifier les bilans biologiques régulièrement, voire proposer une consultation chez le cardiologue également. Dans les complications à long terme, on peut aussi retrouver l'ostéoporose, donc qui ne touche pas tout le monde, mais néanmoins, on a aussi des moyens pour la mettre en évidence. Et puis, en dernier lieu également, altération des fonctions cognitives. Alors ça, on va dire que c'est généralement sur le terme un petit peu plus long terme, mais ça peut aussi être le cas. Il y a des études qui ont mis en évidence quand même un lien entre la ménopause et puis altération cognitive.
Alors là, vous m'avez totalement déprimée, hein. Je voudrais savoir vraiment les solutions. Quels sont enfin, quel est l'accompagnement? Alors, je ne sais pas, médicamenteux. Enfin, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre tous ces symptômes? Parce que la liste est longue, hein, quand même. Et puis, moi, j'aimerais bien savoir quand même si, dans cette période, je vous laisserai répondre dans le sens que vous voulez, mais est-ce qu'il y a quand même des avantages, quoi? Parce que on va y aller, hein, à la ménopause. Donc, est-ce qu'il y a quand même des avantages? C'est un piège? Alors, non, le premier avantage, c'est qu'il y a des patientes qui n'ont plus de règles et elles sont enchantées parce que du coup, ça peut aussi leur simplifier c'est pas faux. leur vie C'est pas intime, faux. par exemple. Ouais. Voilà. Alors après, encore une fois, hein, les patientes sont plus ou moins impactées. On a des patientes qui ont une ménopause qui se passe tout en douceur et Ah non, mais là, c'est bien de le rappeler, hein, voilà, parce que toute elles la sont, liste là que vous avez faite, voilà. on n'est Ça pas ne obligé touche de pas- tout avoir. Hein. Non, On puis est bien d'accord. l'intensité est toujours variable. Donc, effectivement, On est rassurés. non, on a des patientes qui passent le cap très en douceur. Et, Là, j'avais une première bouffée de chaleur. Là. Ouais. Non. Il ne faut pas être trop inquiet non plus. Mais, ok. heureusement, Ça, on a des patientes pour qui tout ouais. se passe très bien. Hein. Ouais. Là, vous avez fait vraiment le tour de tout ce qui peut bien éventuellement sûr. arriver, mais qui n'arrive pas voilà. tout en même Pas temps. Du 100%, oui, tout à fait. Et alors, quelles sont les solutions, du coup, encore une fois, pour alors, on va pas parler de guérison, parce que là, on n'est pas sur de la guérison. Hein. Oui, c'est une évolution dans la vie de la femme. Hein. Qui est naturelle, qui est complètement normale. Voilà, c'est pas une maladie. Donc, quelle solution on a pour nous accompagner à vivre ce nouveau cap de manière plus douce? Alors, première chose dont nous voulions vous parler, c'est le traitement hormonal de la ménopause. Alors, ce traitement, il va aider en fait à lutter contre ce déficit en oestrogène qui se met en place au moment de la ménopause. Il va également permettre de traiter la cause, donc les complications à long terme pour les patientes qui seraient sujettes à certaines, notamment, je pense à l'ostéoporose. Alors, le traitement hormonal de la ménopause, il a été controversé, notamment suite aux études qui ont été faites aux États-Unis, alors qui n'étaient pas réalisées avec les mêmes produits que ce qu'on utilisait déjà à l'époque en France, puisque les médicaments utilisés étaient très différents de ce que nous on avait, ce à quoi on avait accès pour les patientes françaises. Donc, dans cette fameuse étude WHO aux États-Unis, il y avait vraiment un surrisque de cancer du sein et également un risque important thromboembolique. Donc, tout ce qui est thromboembolique, c'est le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire et le risque également d'AVC. Alors, heureusement, quelques années après, est sortie une étude en France qui a montré les effets bénéfiques du traitement. Et alors, c'est toujours, même très à distance de ces études qui ont lieu au début des années 2000, c'est quand même toujours très difficile de contrebalancer un peu l'étude américaine qui était quand même sur une population assez importante. Notre étude française, c'est vrai que souvent, les patientes qui viennent nous voir nous disent « Ah bah oui, mais le traitement hormonal, vraiment, je n'en veux pas. Je ne vais pas bien, mais je n'en veux pas parce que j'ai entendu tellement de choses négatives sur ce traitement que vraiment, docteur, ça me fait très peur. » Comme la prise de poids, par exemple. Sur le traitement ? Oui. Je pense plus au risque de cancer du sein, etc. D'accord. Donc, il faut savoir quand même que ce traitement, c'est le seul qui existe pour traiter le déficit hormonal. Donc, c'est le seul à traiter vraiment en profondeur, on va dire. Alors, ce traitement peut quand même vraiment améliorer la qualité de vie des patientes. Hein. Autant on a des patientes qui vont très bien, autant un petit nombre d'entre elles sont vraiment très mises à mal par cette ménopause. Donc, on doit essayer de leur expliquer ce que l'on peut leur proposer comme traitement. Donc, le traitement, il combine deux produits, des œstrogènes et de la progestérone. Alors, la progestérone ne sera pas adaptée pour les patientes qui ont bénéficié d'une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus quand elles étaient un petit peu plus jeunes. Ça ne s'adapte pas à ce genre de patientes. Sinon, pour les patientes, donc la majorité des patientes qui n'ont pas été opérées, on note bien les œstrogènes et la progestérone. Donc les œstrogènes, ce sera par voie ce qu'on appelle percutanée, donc soit par gel, on applique une petite noisette de gel et ça va diffuser à ce niveau-là, au niveau de la peau, donc après au niveau de la circulation, soit en patch. Les principes de prescription, je vous ai mis un petit peu les règles, entre guillemets, on va dire vraiment avec des guillemets de bonnes pratiques. Donc, la fenêtre
la fenêtre d'intervention, quand est-ce qu'on débute le traitement, très concrètement. Donc, normalement, on a 10 ans maximum pour débuter le traitement. Et l'idéal, c'est quand même de le débuter dans les 5 ans. Sachant que généralement, les patientes qui sont très symptomatiques, dans les 5 ans, on le sait. Hein, elles ont souvent passé le cap de venir nous voir si elles n'étaient pas suivies régulièrement parce que, justement, elles ont un gros retentissement dans leur vie de cette ménopause. Et donc, c'est celle-là, en fait, que l'on va traiter. Hein. Bien entendu, on ne propose pas le traitement hormonal à toutes les patientes. Il est quand même en priorité indiqué aux patientes qui sont très symptomatiques. On le prescrit à la dose la plus efficace, la plus faible possible, tout en étant efficace. Et après, normalement, pour la durée la plus courte possible. Et on n'a pas forcément de maximum de durée de traitement. Donc là, après, on adapte en fonction de... On essaye de faire des pauses régulièrement, de voir si, à l'arrêt du traitement, les patientes sont bien ou alors les signes reviennent. Voilà. Alors, on va peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de tout parce que malheureusement, oui, alors le sujet est passionnant et on dépasse le temps, mais néanmoins très rapidement, si on peut faire le tour des autres traitements quand les symptômes sont moins forts et que c'est, mais alors très très rapidement parce que sinon on n'aura pas le temps de laisser le public poser des questions, ce qui serait dommage. Alors, en termes de règles hygiéno-diététiques, c'est ce qu'on entend un peu toute la journée de partout. Hein. Il n'y a rien de miraculeux. On va vous dire de faire du sport, d'arrêter de fumer, de limiter le café, les excitants, hein, parce que ça peut provoquer un peu des bouffées de chaleur aussi. Avoir une alimentation équilibrée, donc manger de tout, manger beaucoup de légumes, manger des fibres et... l'erreur à ne pas faire, c'est quand même de continuer à manger des protéines aussi, parce que beaucoup de femmes ne mangent pratiquement plus rien, et ce qui a comme effet de leur faire prendre de la graisse et perdre leur masse musculaire. Donc attention au régime hypocalorique et ne pas hésiter à se faire accompagner par une diététicienne si besoin pour corriger les erreurs. On va insister aussi sur l'apport en calcium et en vitamine D. En général, on a une carence qui s'installe à la ménopause et même dans la population générale avant la ménopause. Donc, on va très facilement prescrire une supplémentation en vitamine D et essayer d'interroger les patientes sur leur apport en calcium, en produits laitiers. Pour les bouffées de chaleur, on a des choses hors traitement hormonal qu'on peut proposer en termes de phytothérapie, d'homéopathie, de médecine un peu plus parallèle, l'hypnose, l'acupuncture, la relaxation. Pour la sécheresse vaginale, on va vraiment recommander aux patientes d'hydrater parce qu'elles hydratent bien leur visage, mais la vulve et le vagin, elles n'y pensent absolument pas. Donc moi, je martèle ça toute la journée en consultation. Hydratez-vous. Il y a plein de produits disponibles en pharmacie. Il ne faut pas hésiter à se faire conseiller là-dessus et pas hésiter à utiliser du lubrifiant aussi pour les rapports. Pour le vieillissement de la peau, là aussi, ça va être des choses assez basiques, hein, mais attention à limiter les toxiques aussi. Bien penser à se nettoyer la peau et dans toutes les crèmes qu'on peut trouver sur le marché, ce qui va être important, c'est de se protéger des UV, hein, avoir des crèmes avec une protection solaire. Et puis après, voilà, il y a des crèmes un peu enrichies en acide hyaluronique, en vitamine A, en vitamine C, qui vont pouvoir aussi avoir un impact positif. Les traitements hormonaux existent aussi localement, donc c'est des traitements qui vont très peu passer dans le sang, donc qui vont pouvoir rassurer les patientes qui ont vraiment peur des hormones et qui vont être souvent plus efficaces pour lutter contre les problèmes de sécheresse vaginale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vous prescrire en consultation. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a d'autres techniques qui existent pour les sécheresses vaginales qui sont encore en cours d'étude. Ouais. Justement, pardon de vous couper, mais ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la slide justement derrière nous. Ouais. Comme ça, chaque personne peut prendre le temps de lire et de passer aux questions du public, si vous le voulez bien. Merci en tout cas pour cet éclairage sur la ménopause, qui, on l'aura bien compris, est un cas pas toujours facile, mais pas toujours difficile quand même, hein. Si on peut rester sur une note positive, moi je pense qu'on peut les applaudir quand même, hein. Merci. Alors justement, dans le public, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions.
Moi, j'en ai une, justement, puisqu'on parle des ménopauses qui se passent bien par rapport aux ménopauses qui se passent moins bien. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? Est-ce que c'est les difficultés? Est-ce qu'elles touchent une femme sur 2, une femme sur 3, une femme sur 4? Est-ce que vous avez à peu près une idée ou pas? Ou est-ce que peut-être tout simplement on ne peut pas chiffrer, hein? C'est difficile à chiffrer parce que c'est aussi beaucoup une question d'intensité des symptômes. Donc, les patientes peuvent être très symptomatiques pendant quelques mois et puis après, ça devient moins présent. En tout cas, il est vrai qu'on prescrit, si ça peut répondre à votre question de façon un peu détournée, on prescrit peu de traitements hormonaux de la ménopause. Bon. Donc, au final, ça veut quand même dire, je pense, qu'on n'a pas 50% des patientes qui sont très gênées par leurs symptômes. Et effectivement, on a aussi un certain pourcentage de patientes qui arrivent avec les techniques alternatives, même ne serait-ce qu'en phytothérapie, à bien gérer aussi les symptômes qu'elles peuvent avoir, bouffées de chaleur ou problèmes, par exemple, de l'humeur, des choses comme ça. Et puis, alors, pour des raisons peut-être sociétales, mais pas seulement, en tout cas, il y a des femmes qui font des bébés plus tardivement aujourd'hui. Est-ce que ça a un impact sur la ménopause? Est-ce que si on fait un bébé, je ne sais pas moi, 35, 40 ans, est-ce que ça veut dire qu'on va être ménopausé plus tard? Ou alors est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Non, il n'y a vraiment aucun rapport entre une grossesse tardive, on va dire après 40 ans, et l'âge de survenue de la ménopause. D'accord. Alors, je me retourne à nouveau vers le public pour savoir s'il y a une question de dernière minute. Ah, il y en a une, et c'est un monsieur. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Enfin, bon, on sait que l'accès aux médecins et aux gynécologues est particulièrement compliqué. Est-ce que le décret de compétence des sages-femmes peut permettre sur ce sujet un traitement de quelque chose, hein, parce qu'on associe souvent grossesse, sage-femme, mais pas forcément ménopause. Alors, il y a de plus en plus de sages-femmes qui font du suivi gynécologique et qui, du coup, sont amenées à suivre des patientes ménopausées. Donc, en termes de conseils, en termes de prévention, elles vont pouvoir répondre de la même façon que nous. Après, pour les problématiques un peu particulières, quand elles se sentent un petit peu dépassées, c'est très souvent qu'elles vont nous les adresser ou nous poser des questions. Enfin, on communique de toute façon entre professionnels. Et quand on sent qu'on ne peut pas apporter de réponse à la patiente en face de nous, et ben on passe la main et on demande un autre avis. Oui, ponctuellement, on peut voir une patiente qui est suivie par un médecin généraliste ou par une sage-femme. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le praticien, en fait, ça peut être, pour le suivi gynécologique, ça peut être tout à la fois des médecins généralistes qui font beaucoup de suivi gynéco, au même titre qu'ils font parfois aussi beaucoup de pédiatrie, les sages-femmes ou les gynécologues. Merci monsieur, c'était une excellente question. Et je crois qu'on en a une autre. Oui, je voulais savoir, vous disiez que pendant la ménopause, les hormones étaient comme ça, donc il y a des risques de retomber enceinte ou pas? Alors, on est passé très rapidement sur les diapos de Laurie qui nous parlait de la fertilité. Le risque n'est pas si manifeste que ça, mais néanmoins... Alors, il faut surtout être très méfiant sur la période entre 45 et 50 ans, où beaucoup de femmes n'ont plus vraiment conscience du risque de grossesse sur cette période-là. Et moi, je conseille vraiment de poursuivre la contraception au moins jusqu'à 50 ans. Et quand on arrête la contraception, c'est bien les premiers mois d'associer le préservatif, voir si les règles reviennent ou non. Et si les règles reviennent, dans ce cas-là, de reprendre une contraception. Mais une femme qui a ses règles tous les 2 fois par an, on va dire, on sait que le risque de grossesse va être extrêmement faible. Faible, mais il existe. Ça veut dire qu'on peut tomber enceinte à 50 ans, à 51 ans, en pensant être ménopausée. Or, on ne le serait pas complètement. C'est vrai que nous, dans l'idéal, ce qu'on conseillerait, c'est de poursuivre au moins le préservatif pendant 1 an, jusqu'à être sûr d'être ménopausée. Mais ce qui est dans la pratique est très pénible. Oui, donc, une femme de 50 ans n'a pas forcément... C'est pour ça que c'est dans ces périodes-là, par exemple pour une patiente qui a un stérilet aux hormones qui lui coupe les règles, on va essayer de laisser
de le laisser le plus tard possible. Et là, on va s'aider. Moi, je mets souvent des prises de sang. Je vous ai dit que ça ne servait à rien, mais dans ce contexte-là, j'en fais, je vois la patiente, je lui en fais une première, je fais une échographie, je regarde comment sont les ovaires. Je lui en refais une l'année d'après. Si mes 2 prises de sang me disent la même chose, sont en faveur d'une ménopause, et à l'échographie, je ne vois plus du tout d'ovules, la patiente a des bouffées de chaleur. Voilà. Si j'ai vraiment un ensemble d'arguments qui me dit elle est très très certainement ménopausée, là je vais pouvoir enlever mon stérilet. Mais je ne vais vraiment pas me précipiter à enlever le stérilet à une femme à 50 ans. Sur un stérilet, il n'y a pas urgence en même temps. Il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence, donc elle peut le garder. Même si elle a dépassé un petit peu le délai. Oui, j'en reviens quand même sur le préservatif et ma réaction. On est bien d'accord sur un partenaire ou une partenaire régulier. Hein. Tout à fait. Voilà. Là, on parle du risque de grossesse et pas au risque d'infection. Voilà. Je suis bien d'accord. Est-il utile de le préciser? Est-ce que vous vouliez... Oui, je voulais poser, parce que... Et si on n'a pas de contraception? Donc ça veut dire que quand là, j'ai eu une prise de sang et je sais que je suis en ménopause, parce que le taux était plus que... Voilà, puis les symptômes, je les ai bien. Et du coup, voilà, il faut que j'attende 1 an pour savoir, pour être sûre de ne pas avoir de risque. C'est ce que je disais. Si vous refaites une prise de sang dans 3 mois, elle peut vous répondre l'inverse. Ah ouais. D'accord. Une seule prise de sang ne va pas permettre d'affirmer que vous êtes en ménopause, mais une prise de sang où on retrouve des hormones qui sont très perturbées, on va dire, ça va nous dire, oui, en effet, vous êtes en préménopause. Mais pour affirmer la ménopause, il faudra attendre 1 an sans règles. Et vous donnez des traitements naturels, hormis le traitement hormonal, vous donnez des traitements naturels pour apaiser les bouffées de chaleur, les choses comme ça? Oui, là, j'ai pas mis de nom, évidemment, j'avais pas cité de labo, mais quand on est en consultation, on vous donne des conseils en termes de produits, de comprimés. Et moi, j'avoue que je m'aide beaucoup aussi par rapport au retour des patientes. Si une patiente me dit « Ah là, c'est super ce que vous m'avez donné » et que j'ai plusieurs retours dans le même sens, ça m'encourage à vous redonner ces produits-là. Et bien sûr, en sachant ce qu'il y a dedans pour vous conseiller aussi, pour pas que vous preniez n'importe quoi. On préfère que vous veniez nous en parler et qu'on vous conseille des produits qui sont validés. Je dis toujours aux patients de faire attention aux consommations, par exemple, de lait de soja ou de tisane, où on ne sait pas finalement quelle quantité d'œstrogène vous apportez à votre corps. Et en pensant avoir des choses complètement naturelles et sans risque, parfois vous vous exposez au risque de cancer du sein que vous pouvez avoir avec le traitement hormonal sans le savoir. Et aller voir une naturopathe, par exemple, qui peut nous aider dans ce sens-là, c'est possible aussi ou... C'est possible. Ouais, elle peut donner quelque chose qui peut contrebalancer. Et après, il y a des naturopathes aussi qui vont être spécialisés dans tout ce qui est problématique de cancer du sein. Parce que quand on a eu un cancer du sein, il y a beaucoup de phytoestrogènes cachés qu'il faut éviter. Et donc, les naturopathes savent bien conseiller, mais il faut qu'elles aient été formées sur ces problématiques, bien sûr. C'était très clair. C'était très très clair. Merci beaucoup en tout cas pour cette...